Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la dérivée de la fonction composée. Donc je vous donne une fonction f, dérivable en a. Je vous donne une fonction g, dérivable en f de a. Donc je compose avec la fonction g qui suit f. A pour image f de a. Et ici, je trouve g appliqué à f de a, c'est-à-dire g rond f de a. Donc si f est dérivable en a et g est dérivable en f de a, alors je vais vous démontrer que la fonction g rond f est dérivable en a, et on va calculer la dérivée de g rond f en a. Pour cela, pour montrer que g rond f est dérivable en a, on va calculer la limite en a de g rond f de x moins g rond f de a sur x moins a. C'est-à-dire la limite en a, g rond f de x, c'est g appliqué à f de x, moins g rond f de a, c'est g appliqué à f de a, que je divise par x moins a. Je vais diviser par x moins a, et bien c'est fait, c'est divisé par x moins a, et je vais multiplier et diviser par le même nombre ici, par f de x moins f de a, et je multiplie par f de x moins f de a. On va calculer la limite de ce produit. Bon. La limite de f de x moins f de a sur x moins a, c'est immédiat. La limite en a de f de x moins f de a sur x moins a, comme f est dérivable en a, c'est f' de a. Donc, comme f est dérivable en a, alors pas de problème. Maintenant, pour calculer la limite de ceci, d'abord je vais poser b, le nombre f de a. Cette quantité, je vois que c'est la composée de deux fonctions. Donc je prends x, je calcule f de x, que je compose avec une fonction h. La fonction h, c'est h de grand x, je vais écrire, c'est g de grand x moins g de b, avec b c'est f de a, divisé par grand x moins b. Si je pose h de x égale g de grand x moins g de b sur x moins b, alors h rond f de x, h rond f de x, c'est h appliqué à f de x, et h appliqué à f de x, donc à la place de grand x, je prends f de x, je trouve g de f de x, moins g de b, b c'est f de a, divisé par, j'applique à f de x, donc à la place de grand x, je prends f de x, moins b, c'est f de a. C'est ce nombre. Pour calculer la limite de ce nombre lorsque x tend vers a, eh bien, je vais utiliser le théorème de la limite de la fonction composée. On a limite lorsque x tend vers a de f de x, c'est f de a. Pourquoi ceci est vrai? C'est parce que la fonction f étant dérivable en a, elle est continue en a, car f étant dérivable en a, f est continue en a. Donc limite en a de f de x, c'est f de a. Donc x tend vers a, f de x tend vers f de a, c'est-à-dire
B. Et je sais que lorsqu'un nombre grand X tend vers B, la limite lorsqu'un nombre X tend vers B de H de grand X, c'est la limite lorsque X tend vers B. H de grand X, c'est G de X moins G de B sur X moins B. Comme G est dérivable en B égale f de A, comme G est dérivable en f de A, ceci a pour limite la dérivée de G en B. Car G est dérivable en B égale f de A. Et G' de B, c'est la dérivée de G en B, c'est f de A. Conclusion, la limite lorsque x tend vers A de G rond f de x moins G rond f de A sur x moins A, c'est la limite de ce nombre, c'est la dérivée de G en f de A multipliée par la limite de ce nombre en A, c'est la dérivée de f en A. Je trouve un nombre fini. Donc la fonction g rond f est bien dérivable en A. Donc conclusion, c'est que g rond f est dérivable en A et la dérivée de la fonction g rond f en A, c'est la dérivée de g en f de A multipliée par la dérivée de f en A. Ceci est le théorème. Il s'ensuit un autre. Dérivabilité sur un intervalle. Donc si f est dérivable sur un intervalle i, g dérivable sur un intervalle j, avec f de i qui est inclus dans j, c'est-à-dire pour tout x de i, f de x appartient à j. Si f est dérivable sur un intervalle i, et g est dérivable sur un intervalle j, tel que f de i soit inclus dans j, c'est-à-dire pour tout x de i, f de x appartient à j. Alors, g rond f est dérivable sur i, et pour tout x appartenant à i, donc au lieu de prendre a dans l'intervalle i, on prend x, la dérivée de g rond f en x, ça va être la dérivée de g en f de x multipliée par la dérivée de f en x. En tant que fonction dérivée, la fonction dérivée de g rond f, c'est la fonction g' rond f, g' de f de x, c'est g' rond f appliqué à x, multiplié par la fonction f'. Bien. Pour le calcul des dérivées des fonctions composées, juste pour le calcul, si on a une fonction g, pour calculer la dérivée, bon, g de x, la dérivée c'est g' de x, si au lieu de prendre x, on prend une fonction de x, donc je remplace x par f de x, la dérivée de g en f de x, qu'est-ce que je fais? Eh bien ici, la dérivée de g, au lieu de prendre x, on prend f de x. Et puis, on multiplie par la dérivée de la fonction f. C'est-à-dire, en application, par exemple, si je prends la fonction racine de x et que je dérive, je trouve 1
1 sur 2 racines de x. Si à la place de x, j'écris f de x, eh bien, je fais la dérivée de cette fonction. À la place de x, j'écris f de x. Donc j'écris 1 sur 2 racines. À la place de x, j'écris f de x. Et je multiplie par f'. Ce qui me donne f' sur 2 racines de f. Donc la dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racines de f. Une formule que vous connaissez déjà. Bien sûr, je n'ai pas parlé des conditions. Les conditions, eh bien, vous avez la fonction f que vous composez avec la fonction racine. La fonction racine étant dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, eh bien, il faut que f soit déjà dérivable et que f de x soit strictement positif. Donc le théorème vous dit que si une fonction f est dérivable sur un intervalle i et f de x strictement positif, alors la fonction racine de f est dérivable et sa dérivée c'est f' sur 2 racines de f. Un autre exemple, x exposant n entier naturel, non nul. La dérivée c'est n, x exposant n-1. Si à la place de x, vous prenez une fonction f dérivable, donc f de x exposant n, la dérivée, eh bien, à la place de x, vous prenez f de x. Lorsque vous dérivez, à la place de x, vous écrivez f de x. Donc ça fait n fois f de x exposant n-1. Et ce que vous avez pris à la place de x, ici, vous multipliez par sa dérivée. Ici, donc, vous avez la fonction x qui associe f de x que vous élevez à la puissance n. La fonction grand X puissance n étant dérivable sur R, pour que la composée soit dérivable, il suffit que f soit dérivable. Donc si f est dérivable sur un intervalle i, avec n entier naturel non nul, la fonction f puissance n est dérivable sur i, et sa dérivée, c'est n fois f de x puissance n-1 fois f'. Je prends 1 sur x. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x2. À la place de x, j'écris une fonction f. Et bien la dérivée, c'est moins 1 sur, à la place de x, j'écris f, fois f'. Donc ça fait moins f' de x sur f carré de x. La fonction x, donc ici vous avez x, que vous cherchez son image f de x, avec la fonction inverse. La fonction inverse est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert et sur 0 plus l'infini. Il faut que x soit non nul. Donc pour que la composée soit dérivable, il faut que f soit dérivable avec f de x non nul. Et le théorème aussi, vous le connaissez. Si une fonction f est dérivable sur un intervalle i, et que sur l'intervalle i, f de x est non nul, la fonction 1 sur f est dérivable, et sa dérivée, c'est moins f' sur f2. Plus rapidement, si je veux calculer la dérivée de la fonction sinus x au carré plus pi sur 3, sa dérivée, eh bien c'est une composée. X, vous associez x2 plus pi sur 3, puis la fonction sinus. Si c'était sinus x, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, mais comme vous n'avez pas x, à la place de x vous avez x2 plus pi sur 3, la dérivée, vous faites cosinus x2 plus pi sur 3, à la place de x vous avez pris x2 plus pi sur 3, donc vous multipliez par la dérivée de x2 plus pi sur 3, donc fois 2x. Et vous savez que sinus ax plus b, c'est cosinus ax plus b, multiplié par la dérivée de ax plus b, c'est-à-dire a. Et là, vous savez que la dérivée de sinus ax plus b, c'est a cosinus ax plus b, et aussi cosinus ax plus b. La dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Et comme à la place de x, vous avez pris ax plus b, donc vous multipliez par la dérivée de ax plus b, c'est-à-dire a. Ça aussi, vous connaissez. Cosinus ax plus b, sa dérivée, c'est moins a multiplié par sinus ax plus b.
cet exercice, on donne la fonction f définie sur 1 plus l'infini par f de x égale 1 plus x sur 1 moins x, et la fonction g est définie sur 0 pi sur 2, fermée en 0, ouvert en pi sur 2, par g de 0 égale moins 1, et g de x égale f de 1 sur sinus x, si x est entre 0 et pi sur 2 dans l'ouvert. Le but de l'exercice, c'est d'étudier la fonction g et de tracer sa courbe. D'abord, est-ce que g de x égale f de 1 sur sinus x est bien défini sur l'ouvert 0 pi sur 2? Si vous prenez x dans l'ouvert 0 pi sur 2, vous calculez 1 sur sinus x. Est-ce que 1 sur sinus x existe? Eh bien, comme x est entre 0 et pi sur 2, x est entre 0 et pi sur 2, x n'est pas égal à 0, x n'est pas égal à pi sur 2. Sinus x va être entre 0 et 1. Sinus x est entre 0 et 1. 1 sur sinus x est plus grand que 1. Comme la fonction f est définie sur 1 plus l'infini, c'est une fonction rationnelle qui ne s'annule pas sur 1 plus l'infini, donc la fonction g est bien définie. Donc on va dire que pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, on a sinus x qui est entre 0 et 1. Sinus x est entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 sur sinus x est plus grand que 1. Comme f est défini sur 1 plus l'infini, comme f est bien défini sur 1 plus l'infini, je peux composer. Alors g est défini sur 0 pi sur 2 ouvert. Ça a un sens. En plus, g est défini en 0, donc g est bien défini sur cet intervalle. Bon, pour la continuité, on va d'abord travailler sur l'intervalle ouvert, puis on va étudier la continuité de g en 0. Pour la continuité, eh bien, on sait que la composée de deux fonctions continues est continue. La première fonction, est-ce qu'elle est continue sur 0 pi sur 2? Oui, parce que la fonction sinus est continue sur 0 pi sur 2. D'ailleurs, la fonction sinus est continue sur R à l'entier. Et en plus, sur l'ouvert 0 pi sur 2, sinus x n'est pas nul. X n'est pas égal à 0, son sinus n'est pas nul. Donc 1 sur x est bien continu. 1 sur x appartient à 1 plus l'infini. Et f est continu sur 1 plus l'infini, parce que c'est une fonction rationnelle. Donc la composée est continue. On a parlé de la continuité, c'est exactement la même chose pour la dérivabilité. G va être dérivable sur 0 pi sur 2 pour les mêmes raisons. X associe 1 sur sinus x est dérivable parce que la fonction sinus est dérivable, non nulle. Comme f c'est une fonction rationnelle, elle est dérivable. Donc la composée est dérivable. Donc on ne va pas étudier la continuité d'abord, puis la dérivabilité. On va d'emblée dire que g en f est dérivable sur 0 pi sur 2. Ça impliquera la continuité. Alors comment écrire ça? On va dire que la fonction x associe 1 sur sinus x, ou bien je commence par la fonction sinus, est dérivable sur 0 pi sur 2 et sinus x différent de 0. Donc, x associe 1 sur sinus x est dérivable sur 0 pi sur 2. De plus, 1 sur sinus x appartient à l'ouvert 1 plus l'infini, et f est dérivable
sur l'ouvert 1 plus l'infini, parce que c'est une fonction rationnelle. Vous voyez bien que le dénominateur ne savait pas sur l'ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction g est dérivable sur, on part de 0 pi sur 2, comme étant composé de fonctions dérivables. On va dire que f est dérivable sur l'ouvert 1 plus l'infini et f' de x, si je divise par 1 moins x au carré, je commence par la dérivée du numérateur, ça fait 1, multiplié par 1 moins x, f' fois g, moins la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire moins 1, avec le signe moins, ça fait 1 plus, fois 1 plus x, c'est-à-dire 1 fois 1, c'est 1 plus 1, ça fait 2, moins x plus x, c'est 0, sur 1 moins x au carré. Et d'ailleurs, si je veux dresser le tableau de variation de f, de 1 à plus l'infini, la dérivée étant positive, la fonction strictement positive, la fonction est strictement constante. En plus l'infini, la limite, c'est la limite du quotient du bonhomme de Claude Degré, donc ça fait moins 1. En 1 plus x, sa limite c'est 2. 1 moins x, sa limite c'est 0. Comme x est plus grand que 1 moins x est négatif. Donc le numérateur tend vers 0 moins. Le numérateur tend vers 2 qui est positif. Le numérateur tend vers 0 moins. La limite c'est moins l'infini. Donc ceci est le tableau de variation de f. Pour le calcul de la dérivée de g, pour x dans 0 pi sur 2, g de x c'est f de 1 sur sinus x. Si on avait f de x, la dérivée de f c'est f'. Mais à la place de x, on a 1 sur sinus x. Donc g' de x va être égal à la dérivée de f. À la place de x, j'écris 1 sur sinus x. La dérivée de f en 1 sur sinus x. Que je multiplie par ce que j'ai pris à la place de x, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur sinus x. G' de x. Alors la dérivée de 1 sur sinus x, on sait que la dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f au carré, donc sur sinus carré x, moins dérivée de sinus x, c'est cosinus x, multiplié par la dérivée de f au point 1 sur sinus x. 1 sur sinus x est un nombre plus grand que 1. 1 sur sinus x est plus grand que 1. La dérivée de f, lorsqu'un nombre est plus grand que 1, est strictement positif. Donc ce nombre est positif. X est entre 0 et pi sur 2. Cosinus x, l'abscisse, c'est le cosinus ici, c'est positif. Moins cosinus x est négatif. Donc g' de x est négatif. Donc ceci me donne le sens de variation de g sur l'ouvert 0 plus l'infini. Bon, la question que je me pose maintenant, d'abord, est-ce que g est continu en 0, puis est-ce que g est dérivable en 0? Pour la continuité de g en 0, je vais chercher la limite de g de x en 0. Pour calculer la limite de g de x en 0, je vais utiliser la composée. Alors limite en 0 plus de 1 sur sinus x, et bien lorsque x tend vers 0 plus x est plus grand que 0, sinus x tend vers 0 et c'est positif. Sinus x tend vers 0 plus, l'inverse c'est plus l'infini.
1 sur sinus x, la limite c'est plus l'infini. Et la limite de f en plus l'infini, limite quand grand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de 1 sur sinus x, c'est moins 1. C'est-à-dire la limite, lorsque x tend vers 0 plus de g de x, égale moins 1. Et moins 1, c'est g de 0. Par suite, g est continu en 0. Pour la dérivabilité de g en 0, on va calculer la limite en 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0. C'est la limite en 0 plus. G de x, c'est f de 1 sur sinus x. G de 0, c'est moins 1. Donc moins g de 0, ça fait moins 1, c'est plus 1 sur x. Ce qui donne la limite quand x tend vers 0 plus. F de 1 sur sinus x, c'est 1 plus 1 sur sinus x. C'est 1 plus 1 sur sinus x divisé par 1 moins 1 sur sinus x plus 1, le tout divisé par x. C'est la limite lorsque x tend vers 0. Ici, au numérateur et au dénominateur, je multiplie par sinus x. Ça fait sinus x plus 1 plus sinus x d'abord sur sinus x moins 1 plus 1, le tout divisé par x. Alors au dénominateur, on va avoir x multiplié par sinus x moins 1. Au numérateur, c'est sinus x plus 1 plus sinus x moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Ça fait sinus x plus sinus x, 2 sinus x sur x fois 1 sur sinus x moins 1. Donc 2 sinus x divisé par x fois sinus x moins 1. Pourquoi je l'écris comme ça? Tout simplement parce que c'est la limite en 0 plus. Parce qu'en 0 plus, en 0, sinus x sur x, la limite c'est 1. C'est du fond du cours. En 0, sinus x tend vers sinus 0, c'est 0. Parce que la fonction sinus est continue en 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Ici, la limite, c'est moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Limite en 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0, c'est égal à moins 2. Donc g est dérivable à droite en 0, et la dérivée de g à droite en 0, c'est moins 2. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, on a tout. On va dresser le tableau de variation de g, tout simplement. X entre 0 et pi sur 2, le signe de la dérivée, la fonction g. G est dérivable en 0, sa dérivée c'est moins 2, donc j'écris moins 2 ici. Sinon, g n'est pas défini en pi sur 2, donc je mets les deux barres. Sinon, le signe de la dérivée de g, c'est un moins ici, parce que g' est négatif. La fonction g est décroissante. L'image de 0, c'est moins 1. Il me montre la limite en plus l'infini, en pi sur 2. En pi sur 2,
lorsque x tend vers pi sur 2, sinus x tend vers 1. Donc, je vais l'écrire ici. Limite lorsque x tend vers pi sur 2 moins de 1 sur sinus x. Lorsque x tend vers 1, lorsque x tend vers pi sur 2, sinus x tend vers 1, mais sinus x est plus petit que 1. Donc 1 sur sinus x en pi sur 2, ça fait 1. Et limite, alors, comme ceci est plus petit que 1, 1 sur sinus x est plus grand que 1. Et limite, lorsque grand x tend vers 1 plus de f de grand x, lorsque x tend vers 1, f de grand x, c'est moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers pi sur 2 moins, de f de 1 sur sinus x, c'est moins l'infini. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers pi sur 2 moins de g de x, c'est moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Alors, il reste le traçage de la courbe de G. Donc, je considère un repère. Ça, c'est des vecteurs de base. Pi sur 2, c'est 1,57 à peu près. Ça, c'est 0. Ça, c'est le vecteur I et J. L'image de 0, c'est moins 1 par G. La dérivée en 0, c'est moins 2. C'est-à-dire la pente de la tangente, ou le coefficient directeur de la tangente ici, c'est moins 2. Pour tracer la tangente ici, on sait que lorsque x augmente de 1, l'ordonnée diminue de 2. Parce que le coefficient directeur de la droite, tangente, c'est moins 2. Lorsque x augmente de 1, y diminue de 2. Voici la tangente au point d'abscisse 0. En pi sur 2, la limite, c'est moins l'infini. On a une droite asymptote d'équation x égale pi sur 2, qui est verticale. Et pour tracer la courbe, on a une fonction décroissante. Donc ici, on va faire ceci. Ça descend comme ça, une asymptote. Voici la courbe de la fonction g. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.